Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de liberté d'expression, de liberté d'information et de comment je peux, à mon échelle, et donc comment vous pouvez, à votre échelle, agir pour les défendre. Pour ça, je vais rester dans mon domaine, l'informatique, et on va donc parler du dark web et en fin de vidéo, je mettrai en place mon site internet sur le dark web. Mais avant ça, on va revenir sur le fonctionnement du web dit classique afin de comprendre ses défauts et comment ceux-ci sont réglés par le dark web. Pourquoi t'es dans le noir? Chut, je suis sur le darknet. Donc pour revenir à la base, Internet, vous le savez, c'est un grand réseau de câbles qui relie tous les ordinateurs du monde. Sur Internet, on trouve plusieurs espèces de sous-réseaux, dont les plus connus sont les mails et le web. Le web étant ce qui vous permet d'afficher une page sur Internet, de consulter les réseaux sociaux, d'afficher des images et des vidéos, ou de récupérer la position d'un ennemi sur un jeu en ligne. Et donc à la base de tout ça, il y a un nom de domaine. Le nom de domaine, c'est un peu l'identifiant d'un site sur Internet. Donc si on avait besoin d'accéder aux ressources de Wikipédia, on utiliserait le nom de domaine wikipedia.org. Une fois qu'on a ce nom de domaine, on va faire des requêtes au DNS. Les DNS, c'est des serveurs qui sont répartis un peu partout dans le monde et qui sont capables de faire une liaison entre un nom de domaine et l'IP qui héberge le site derrière ce nom de domaine. Et donc une fois qu'on a l'adresse IP du site qu'on veut contacter, on va créer une requête qu'on va emballer en suivant un protocole HTTP. On va ensuite envoyer ce paquet au serveur qu'on veut contacter. Bon, en réalité, il y a des intermédiaires, mais on simplifie. Et le serveur qui héberge ce site traite ce paquet et nous envoie une réponse. Ça peut être une page web, ça peut être une image, ou ça peut être simplement des données. Le problème qu'il y a, c'est que si quelqu'un se mettrait entre moi qui envoie le paquet et Wikipédia qui reçoit le paquet, il pourrait intercepter les paquets, les lire, en voir leur contenu, leur destinataire, et ça c'est pas quelque chose de souhaitable, déjà parce qu'il serait capable de savoir quel site on consulte quand, mais surtout parce qu'il se peut qu'on envoie de temps en temps des données sensibles, comme par exemple nos identifiants bancaires. Pour faire face à ce problème, on a donc créé le HTTPS, qui est une amélioration du HTTP pour la sécurité. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Et pourtant, je l'ai bien sécurisé avec le cadenas. Avec HTTPS, avant d'envoyer un paquet vers un site internet, vous récupérez sa clé de chiffrement et vous chiffrez votre paquet avec cette clé. Ça permet donc que le site que vous contactez soit le seul à pouvoir déchiffrer votre paquet et que si quelqu'un se place au milieu et intercepte ce paquet, il ne puisse pas en lire le contenu. Mais même avec ce modèle, il y a un problème qui persiste, puisque même si on n'est pas capable de lire le contenu de vos requêtes, on est capable de savoir à qui vous les envoyez. On peut se dire que c'est pas très grave, et en particulier quand on est citoyen français, mais ça peut réellement le devenir quand on habite dans un régime autoritaire ou une dictature comme la Chine et la Russie. Puisque même si la dictature en place n'est pas capable de lire le contenu des requêtes, on peut pas vraiment parler de liberté d'expression et de liberté d'information si elle est capable de savoir quel citoyen accède à quel site internet. On a un très bon exemple en ce moment avec le dictateur Poutine qui d'un côté mène la guerre en Ukraine et de l'autre use de propagande pour que les citoyens russes ne sachent pas qu'il s'agit d'une guerre. Pour répondre à ce problème, certaines personnes ont créé le dark web. Enfin, le dark web, c'est pas vraiment juste puisqu'il existe plusieurs dark web comme Freenet, I2P, mais aujourd'hui on va parler du plus connu, du plus utilisé, de Tor. Le dark web, c'est un véritable sous-réseau d'internet, tout comme le web et les mails. Il utilise ses propres protocoles et de la même manière qu'on ne peut pas afficher une page web dans un client mail ou consulter ses mails directement sur un navigateur, eh bien on ne pourra pas accéder à une page du dark web sur un navigateur normal. Alors évidemment, quand je dis dark web, beaucoup pensent à toutes sortes de trafics d'organes illégaux. Mais évidemment, ça n'a ni été créé pour ça, et c'est pas pour ça qu'on l'utilise en majorité. Un peu comme le web normal et l'industrie du porno. Et sur le darknet, t'as pas besoin d'être une star d'Hollywood pour acheter un bébé en Asie. Pour répondre à cette problématique, Tor a créé ce qu'il appelle le routage en oignon et que je vais vous détailler maintenant. En fait, avant d'envoyer votre paquet, Tor va créer un chemin, un circuit que votre paquet va emprunter avant d'atteindre sa destination. Celui-ci est composé de plusieurs relais, donc des serveurs qui vont faire passer votre requête. Et on a donc un nœud d'entrée, plusieurs nœuds intermédiaires et un nœud de sortie avant d'atteindre votre destination finale. On appelle ça le routage en oignon puisqu'une fois que vous avez obtenu ce circuit, Tor va chiffrer votre paquet de manière à ce que seulement le nœud de sortie puisse en lire le contenu. Il va ensuite rechiffrer ce paquet de manière à ce que seulement l'avant-dernier nœud puisse en lire le contenu, puis le rechiffrer de manière à ce que seulement l'avant-avant-dernier nœud puisse en lire le contenu, etc. jusqu'à ce que seulement le nœud d'entrée puisse en lire le contenu. Ainsi, quand vous allez envoyer votre paquet au nœud d'entrée, celui-ci va le déchiffrer et connaîtra sa prochaine destination et lui enverra. Sa prochaine destination le déchiffrera, trouvera sa prochaine destination et ainsi de suite jusqu'à ce que vous arriviez au nœud de sortie qui cette fois-ci le déchiffrera, trouvera sa cible réelle et lui enverra. Pour recevoir la réponse, c'est exactement la même chose mais dans l'autre sens. Cette fois-ci, d'un point de vue anonymat, on est beaucoup mieux puisque si quelqu'un se place entre vous et le point d'entrée, il saura que vous envoyez un paquet, mais il ne saura ni à qui, ni ce qu'il contient. S'il se place entre deux nœuds du réseau Tor, il ne connaîtra ni sa destination, ni la personne qui l'envoie, ni le contenu. Et s'il se place entre le nœud de sortie et la destination réelle du paquet, il ne pourra ni lire le contenu du paquet, ni savoir qui l'envoie. Donc j'ai renforcé, j'ai maintenant 4 cadenas. Maintenant je les attends encore, ils vont venir. Là, vous l'avez bien sécurisé, hein? Je te dis. Vous l'avez bien sécurisé. Oh, cette fois-ci là, ils vont plus m'avoir.
Voici donc comment Tor permet d'anonymiser des paquets, et donc d'anonymiser les personnes qui sont derrière ces paquets, et leur permet d'accéder à Internet sans restriction, que ces restrictions soient celles imposées par une dictature, ou simplement celles d'un réseau privé, d'une école ou d'une entreprise. Donc maintenant qu'on a vu comment Tor pouvait permettre, en anonymisant nos paquets, d'accéder de façon libre aux ressources d'Internet, on va voir comment Tor peut, grâce aux services cachés, protéger les personnes qui mettent en ligne des choses sur Internet. Puisque vous vous doutez bien que si un Russe osait créer un site qui parlerait de la guerre en Ukraine, il suffirait d'avoir son nom de domaine pour trouver son IP et donc le retrouver, et son site aurait tôt fait de disparaître, et lui avec. Welcome to the Gulag. If you survive, you earn your freedom. Les services cachés, c'est donc une option pour mettre en ligne des sites accessibles seulement via le dark web et qui permettent de ne pas divulguer l'adresse du serveur qui héberge ces données. Donc grâce aux services cachés, au lieu d'utiliser Tor seulement comme une passerelle entre vous et un site qui existe déjà, vous allez rester sur le dark web à partir du moment où vous passez le point d'entrée, puisque le site internet lui-même se trouvera sur le dark web. Ces services cachés, on les reconnaît très facilement puisqu'ils ont un nom de domaine qui se termine en .oignon. Sur le web classique, quand vous voulez un nom de domaine qui se termine en .fr, .com, .net, .eu ou que sais-je, vous devez le louer à ce qu'on appelle un registrar, et c'est ce registrar qui dit que tel nom appartient à telle personne. Sur Tor, il n'y a aucune notion de registrar, et aucune autorité qui dit quel nom appartient à qui. En fait, les noms de domaine en .oignon sont des chaînes de 56 caractères aléatoires, accompagnées de clés de chiffrement, et ce sont ces clés de chiffrement qui attestent de la propriété du domaine. Donc quiconque obtient les clés de chiffrement d'un domaine en devient le possesseur. Voici donc comment Tor permet de lutter pour la liberté d'expression et la liberté d'information. Donc maintenant qu'on sait tout ça, il est temps d'ajouter notre pierre à l'édifice. Pour ça, on a plusieurs options. La première, la plus évidente, c'est de créer un relais Tor. Les relais, c'est donc ces serveurs qui font partie du circuit et qui permettent de faire passer vos paquets. Ces relais, ils sortent pas de nulle part, ce sont des utilisateurs qui les ont créés et qui les maintiennent pour que les utilisateurs puissent accéder à Internet. C'est pas ce que je vais faire dans cette vidéo, mais ça fera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo puisque c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire. En revanche, ce qu'on peut faire maintenant, c'est installer l'extension Snowflake. Snowflake, c'est une extension pour navigateur qui a été créée par l'équipe de Tor et qui permet de mettre en place une sorte de mini relais sur votre machine. Ça fait déjà quelques temps que j'ai installé l'extension et si on se rend dessus, on peut voir que j'ai aidé durant les dernières 24 heures 75 personnes à accéder à Internet. Ça veut dire que j'ai fait partie du circuit Tor de 75 personnes. Une autre chose qu'on peut faire, c'est mettre en place un service caché. Bon, alors j'habite en France, je suis citoyen français, donc j'ai pas vraiment de raison de créer un service caché. En fait, si je le fais, c'est surtout pour vous montrer que c'est possible, pour promouvoir ça, mais aussi parce que je suis un gros geek. Je suis un putain de geek, je suis un nerd. Tout ce que j'aime, c'est manger des cartes graphiques, des clés USB, un clavier mécanique, tata, 240 Hz, oui. Voici donc le moment tant attendu où je mets en place mon site sur le dark web. Je commence par me connecter sur mon serveur et j'installe le logiciel Tor. Je vais ensuite me rendre dans le fichier de configuration et dans la section services cachés, je vais ajouter cette première ligne. Cette ligne, elle dit que toutes les requêtes qui arriveront sur le port 80 via le réseau Tor seront redirigées sur le port 80 de ma machine. Le port 80, c'est le port par défaut pour les serveurs web et donc sur cette machine, sur le port 80, j'ai bien mon serveur web qui tourne. J'ajoute ensuite cette deuxième ligne qui va indiquer l'emplacement des clés de chiffrement de mon domaine en .oignon. On sauvegarde le fichier et si je lance Tor maintenant, il se rendrait à l'endroit où je suis censé avoir les clés de mon nom de domaine, il se rendrait compte qu'il n'y a rien et donc il me créerait un nom de domaine en .oignon ainsi que ses clés et il démarrerait le service. Mais moi je vais aller un peu plus loin parce que les adresses en .oignon de 56 caractères aléatoires c'est un peu moche. J'aimerais faire commencer mon adresse en .oignon par mon pseudo. Pour ça je vais utiliser un logiciel MKP224O qui va me permettre de générer des milliers et des milliers d'adresses en .oignon jusqu'à en avoir une qui me convient. Mais là si vous avez suivi ce que j'ai dit tout à l'heure, vous dites peut-être qu'il y a un problème puisque si je suis capable de choisir mon adresse, et ben en fait je suis capable d'usurper l'identité de quelqu'un puisque si j'arrive à générer son adresse, alors j'obtiendrai ses clés de chiffrement et donc je deviendrai le propriétaire de son nom de domaine. Et en théorie, oui, je pourrais usurper l'identité de quelqu'un comme ça. En pratique, c'est un peu plus compliqué puisque si on se rend sur l'article d'opensource.com, on voit qu'ils estiment la création d'un nom de domaine dont on choisirait les 3 premiers caractères à moins d'une seconde. On passe très vite à une demi-heure pour 6 caractères et dans mon cas, pour mon pseudo qui fait 8 caractères, on est déjà sur 25 jours. Si on descend tout en bas du tableau, on voit que pour 14 caractères, on serait sur 2,6 millions d'années. Énorme. Donc je vous laisse imaginer, ou pas, ce que ça serait si on voulait générer les 56 caractères d'un nom de domaine existant. Donc je vais démarrer le logiciel, lui dire que je veux un nom de domaine qui commence par cette olive, et on va le laisser tourner. Décollage Ariane VA247. Après donc 28 heures de calcul intense, mon ordinateur a enfin trouvé un nom de domaine qui commence par cette olive, et je vais donc enfin pouvoir importer le nom de domaine et les clés de chiffrement sur mon serveur. Une fois que c'est fait, il me reste à démarrer Tor,
Je vérifie qu'il n'y ait pas eu d'erreur, et je peux maintenant aller éditer les fichiers de configuration de mon reverse proxy. On voit ici qu'il est paramétré de telle manière à ce que quand il reçoit une requête pour setolive.com, il la renvoie vers le serveur web de setolive.com. Ce que je vais faire, c'est que je vais ici ajouter mon nom de domaine en .oignon pour qu'il se comporte de la même manière quand il est sur mon site en .oignon. Je vais aussi ajouter un header qui va permettre au navigateur Tor de savoir quand il navigue sur setolive.com qu'il existe une alternative en .oignon. Je redémarre donc mon reverse proxy pour charger la configuration. On peut maintenant ouvrir le navigateur Tor. On voit qu'il nous crée un circuit et se rendre sur setolive.com. Là, mon site marche, il n'y a pas de problème. Mais c'est normal puisque c'est mon site qui était déjà disponible sur le web classique. Mais on voit que j'ai un petit bouton avec marqué .oignon disponible qui est là grâce au header que j'ai ajouté dans la configuration de mon reverse proxy. Et donc si je clique dessus, je suis bien redirigé vers mon site en .oignon qui lui est accessible seulement via le dark web. Et donc mon site sur Tor est bien fonctionnel. Voilà donc pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses et j'espère surtout que vous défendrez la liberté d'expression et la liberté d'information. Abonnez-vous, toutes les formules, ciao.